Et vas-y que ça papote. Mais c'est comme ça qu'on s'interroge. Et qu'on discute de sujets profonds. Ici, on a des fonctions marketing, commercial. Après, toute la partie, tout ce qui est logistique, dernier kilomètre, etc. Ça, c'est délocalisé chez EBS. Donc, c'est une filiale d'Emmaüs. On travaille avec des personnes en insertion. Et après, tout ce qui est fabrication, c'est fait à différents endroits. En France? En France et en Espagne. Ok. En fait, tout ne peut pas être fait en France parce qu'on n'a pas les usines aujourd'hui en France qui nous permettent, par exemple sur l'usage unique, d'avoir des protections qui soient 100% coton certifiables. En France, on a des usines de cellulose, pas de coton. D'accord, ça explique pourquoi il y a pas mal d'entreprises françaises comme vous qui créent des produits à impact et qui n'arrivent pas à produire en France. C'est parce qu'il n'y en a pas. Ok. Nous, on adorait pouvoir dire on est totalement made in France, mais on ne va pas ouvrir nous une usine, hein, c'est des millions et des millions d'euros, c'est un autre métier, d'autres investissements aussi. Mais il n'y a pas, donc on ne peut pas. Ok. En fait, pour ce qui est des protections intimes, pour du coton, il n'y a que 3 usines en Europe qui sont capables de le faire. Et nous, on travaille avec une usine espagnole qui a, selon notre cahier des charges, le plus de R&D, le plus de certification, c'est celle qui nous convient le mieux en termes de qualité, réassurance, etc. On va en parler des certifications. D'ailleurs, suite à notre échange la dernière fois, j'ai regardé pour mes culottes menstruelles si c'était coton, etc. Et alors, elle a un label... Attends. Oecotex. En fait, alors ce label, il va un peu tout dire et rien dire. Comme beaucoup de labels. En fait, pour que les tissus des vêtements en France aient le droit d'être vendus sur le sol français, il faut que ce soit Oecotex. Donc ça veut rien dire. Donc ça veut rien dire. Donc je sais même pas si mes culottes menstruelles, elles sont... Oecotex, ça veut pas dire coton. Elles te mettent pas la compo, les ingrédients j'ai vu que c'était avec des matériaux 100% biologiques. Il y a du coton, mais je n'ai pas la compo, j'ai pas vu 100% la compo 100% sur le site. C'est qui Smoon. Ah, ok. Elle est pas en coton. Elle n'est pas en coton, mais c'est pas mauvais. Elles sont faites en Tunis, ces produits. Elle a développé surtout en technologie où, tu sais, tu n'as pas de bord. Ouais, de couture. Donc, des coutures. Ça marche pas avec du coton, par exemple, le sans couture. C'est bon à savoir, ça. C'est les sans couture, les trucs découpés sans couture, c'est forcément peu de lycra. D'accord. En fait, c'est comme la lycra. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Je savais pas qu'on pouvait pas faire ça avec du coton. Enfin, non, on pouvait pas faire ça. Regarde les culottes petits bateaux, des petits trucs en coton, en vrai. Ouais. Il faut les fermer. Ok. Et là, c'est comme imprimé. Oui, c'est ça. Coupé, en c'est fait. ça. Comme collé, mais vraiment... C'est les découpes laser. Ça, c'est avec les produits synthétiques. Mais c'est safe, en fait, ça qu'elle fait. T'es pas en train d'acheter le produit qui vient de Chine, acheté à 1 euro et vendu à 30. C'est pas ça. Non, il y a une... eux, ils produisent en Turquie, pour le coup. Ouais. Turquie et Tunisie, je crois. Turquie et Tunisie, ouais. Ok, merci pour ces infos supplémentaires que je n'ai pas eues hier sur le site. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, je dois regarder. Et est-ce que je peux te demander pourquoi tu as choisi Smoon? Tu as fait une étude de marché ou tu es tombé sur un pub et tu dis, je veux ça? Non. En fait, moi, j'ai jamais été très à l'aise avec les protections hygiéniques. Ouais. Et j'avais une amie qui m'a dit, mais les culottes menstruelles, Lina, faut que tu essayes, ça change la vie. Ok. Et j'ai beaucoup cherché. Et de toutes celles qu'il y avait à l'époque, mais je crois que c'était le début des culottes menstruelles, j'avais trouvé que c'était cher. Franchement, j'étais étudiante, c'était hyper cher pour mon portefeuille. Ouais. Mais déjà, le sans couture, je dois avouer, c'était un des critères que je voulais. Et après, sur le marché, c'était celle où parce que j'avais posé beaucoup de questions et l'équipe Smoon m'avait beaucoup répondu. En fait. Et sur le chat
Moi à l'époque c'était pas un chat, c'était directement par mail avec l'équipe et c'était très clair, elle m'avait même proposé de tester donc Oui, c'est un politique testeur ouais. Et donc du coup il y a eu le feeling, le produit quand il est arrivé pour moi il était très qualitatif. Franchement ça fait des années que je les ai, hein, j'ai pas renouvelé encore et j'ai jamais bougé. Aujourd'hui, j'ai pas cherché à regarder d'autres marques. Peut-être que ça vaudrait le coup que je regarde d'autres marques. Mais étant donné quand même que ça m'a valu quelques années d'investissement pour créer la flotte de culottes menstruelles, tu vois, je me revois pas repartir dans un truc. Peut-être que si demain je dois vraiment changer... c'était par curiosité parce que ça m'aide toujours de comprendre à la consommatrice en face. Parce que pour moi, c'est des informations hyper... précieuse de comprendre les motivateurs d'achat. Tu vois, pas forcément ce monde. Je t'aurais posé la même question si tu aurais me dit la green ou peu importe. En fait, je t'aurais posé la question pour savoir parce que ça me permet à moi derrière de voir comment parler à mes consos, tu vois, de trouver des mieux arguments. Est-ce que les satisfaire remboursés, ça fait le moment que je me pose la question si je devrais pas le mettre en place. Moi, c'est pas le côté satisfait ou remboursé, c'est le côté qu'elles viennent, elles te posent des questions. Et elles prennent en considération ce que tu leur dis. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai posé des questions, il n'y avait pas encore les flux abondants, pour les flux très abondants. Donc elles me disaient, si vous êtes sur ce type de flux, je vous conseille d'en prendre 2. Après, elles étaient parfaitement honnêtes sur aussi le prix et parfaitement conscientes que tout le monde n'avait pas les moyens de s'acheter 5 culottes d'un coup. Dont moi, tu vois. Donc en fait, on faisait un roulement et elle faisait des packs qui étaient quand même accessibles. Donc t'avais dans les packs, t'avais 3 culottes. Donc voilà, tu les faisais tourner et moi je trouve après c'est des culottes, tu les sens pas, t'es hyper confortable. Et oui, elles avaient raison. Mon amie avait raison, ça m'a changé la vie quoi. Et j'ai jamais eu de fuite, mais voilà, quand j'ai eu des questions, c'était pas un chatbot qui m'a répondu, c'était très clair, très personnalisé. Voilà quoi. Super. Et alors comme j'ai des règles très douloureuses, et en fait fallait que ce soit une culotte avec pas de couture, qui serre pas, qui prend bien la forme. J'étais relou. Mais en même temps il n'y avait pas beaucoup de modèles sur le marché. Non, il avait fait un pot, même non on le faisait pas, nous on l'a fait beaucoup plus tard. Après forcément avec les lavages, tu sais, comme au départ t'en as pas beaucoup, tu les laves beaucoup, après ça c'est pas le coton, c'est les petits élastiques à l'intérieur, je pense, de la textile qui saute. Mais franchement, ça va. Mais bientôt, je sais qu'il faudra que je renouvelle. Je viendrai vous voir. Non, mais on va t'offrir un, tu partiras avec. Avec ou sans couture? On fait coton avec. Ah, mais coton aussi, ça change. C'est 100% coton. Ok. En fait, la partie absorbante est en coton. Si tu as des règles très abondantes, la nôtre, c'est... Elle absorbe l'équivalent de 4 tampons super. Et salut, c'est Géraldine, la responsable marketing de chez QuickMS. J'interromps Lina juste 30 secondes pour vous parler de nos 2 logiciels RH qui permettent de simplifier votre quotidien. Le premier, c'est Graphique. C'est une BI RH qui permet de générer vos rapports automatiquement, comme la BDESE, le bilan social, mais aussi vos rapports comme l'absentéisme, la masse salariale. Et notre deuxième logiciel qui s'appelle Crew et qui permet de digitaliser vos entretiens professionnels et individuels et automatiser l'ensemble de vos campagnes d'entretien. Vous souhaitez en savoir plus? Rejoignez-nous sur quickms.fr. Allez, je redonne le micro à Lina. À bientôt! Nous, on a ajouté les culottes parce que la demande était très forte. Tout le monde nous disait quand vous mettez les culottes. Donc on a dit, on va faire une modèle de culotte. Genre la meilleure amie, la petite bateau de culottes. Tu vois, pas la sexy, la machin. Non, celle qui absorbe le maximum. On a fait remonter l'absorption assez haute. Comme ça, quand tu es couché, tu es tranquille. Et c'est surtout les fuites, ça vient de là généralement. Voilà. Et voilà, il y en a une seule modèle, tu vois. Notre proposition valeur n'est pas être des spécialistes de la culotte. On est un produit, les meilleurs produits pour chaque typologie de produit. On va reparler des typologies de produits. Comme ça, on peut accompagner plus ou moins toutes les femmes à leur besoin. Et donc, quand vous avez créé la culotte, vous avez fait en sorte que ça réponde aux mêmes critères, aux mêmes exigences que vous aviez pour les tampons, les serviettes et les protège-slips, c'est ça? Et d'ailleurs, la techno, c'est la même. C'est-à-dire, l'absorption vient par les tissages de coton.
Donc c'est le coton, après elle est traitée, parce que la culotte est traitée différemment qu'une protection intime, mais on a ajouté zéro absorbant, zéro produit chimique, rien du tout. C'est le coton qui tissé et que c'est ça qui va le rendre absorbant. J'ai pris les C'est ça la deux. culotte? Ouais, Bon, j'ai ça pris va, les c'est deux des comme ça, coutures tu verras. légères parce qu'il y en a, ça rentre dans la Ça peau. c'est la S et ça c'est la M. Comme ça tu vois, tu pourras prendre un taille qui te... Je regarderai. Mais tu vois, la partie absorbante, elle reprend bien les fesses derrière. Ouais. Donc si tu la portes la nuit, souvent les fuites c'est à l'arrière. C'est ce que Donc disait là, Evelyne. ça protège bien. Et Ok. c'est vraiment, nous on dit que c'est la petit bateau de la culotte menstruelle, tu vois, c'est le confort, t'es bien dedans. Voilà. Eh ben merci, je vais regarder, ça a l'air trop top. Alors moi je voudrais revenir sur la genèse, votre rencontre. Vous habitiez avant dans le même immeuble, c'est ça? Oui, on s'est rencontrés en 2017 2017 Ouais, on avait déjà un nom du ciel. 17. Ouais, bah oui, c'est quand j'ai 17. accouché, 2017. En fait, on est maman, toutes les deux, hein, c'est une vraie histoire de maman. En 2017, donc moi j'étais enceinte de mon deuxième, j'ai déménagé 3 semaines avant l'accouchement dans un nouvel appart, c'est le truc qu'il ne faut jamais faire quand tu es enceinte. Et puis bon, il est né au mois de mai, donc moi après je suis partie pour mon congé mat, j'étais pas là pendant l'été, et on est revenu en septembre et c'était la rentrée scolaire de mon fils aîné qui est rentré en petite section de maternelle. Et donc on s'est rencontrés à la maternelle toutes les deux, parce qu'Evelyne, ses 2 filles ont l'âge de mes 2 garçons, mes 2 aînés. Et donc c'était aussi le premier jour de petite section de maternelle de l'aîné d'Evelyne. Et puis on s'est rendu compte qu'on habitait dans le même immeuble, Evelyne au 3e, moi au 4e. Donc toutes les deux en congé mat des numéros 2. Nos aînés qui sont devenus très très amis. Et du coup, on a commencé à passer quand même pas mal de temps ensemble avec les enfants, à faire des activités extrascolaires pour eux, etc. Et voilà, donc on est avant tout devenus amis. Et puis, au fil de nos discussions, le sujet de la consommation, de ce qu'on achetait pour nos familles, forcément ça vient sur le tapis. On était quand même déjà toutes les deux très sensibles au bio, peut-être poussées par le fait qu'on était jeunes mamans, donc à avoir envie de faire attention à ce qu'on achetait pour eux. Mais le seul bien de consommation pour lequel on n'avait pas encore switché, c'était vraiment les protections intimes. Et la réflexion sur le sujet des protections hygiéniques, c'est venu alors qu'on était partis en vacances ensemble avec nos familles respectives, les règles qui arrivent en avance, pas de produits sous le coude parce que c'était pas prévu. Pour donc, vous ou pour vos enfants? Ah oui, pour tes filles et vous? Ah, ils étaient pour toi. tout Mes petits. filles sont bébés. Ah oui, Eh, Elles non, étaient bébés. ils ont toujours pas d'âge, hein, donc. d'accord, ok. Mais voilà, donc les règles qui arrivent en avance, pas de produits, les seuls trucs sous le coude, c'est les couches des 2 petits, tu vois. C'est pas le rêve pour ces règles. Découpées. Oui, découpées, bien sûr. Et donc, en fait, on était dans le Luberon et on s'est dit, ok, c'est une semaine, c'était la semaine où il y avait 50 000 ponts, donc tout était fermé. On s'est dit, il y a quand même des hôtels de luxe. Donc on va aller faire le tour des conciergeries, des hôtels, ils ont forcément des produits pour dépanner leurs clientes, tu vois, ça nous paraissait être une évidence. En fait, non. D'accord. Et donc on a commencé la réflexion a démarré de là. C'était un mode prends ta voiture pour aller 3 heures à la grande ville à côté ou attends lundi. Et c'était un mode samedi. Bien sûr, on faisait pas non plus instinctif libre. Avec les règles, on peut attendre complètement. Pendant 3 heures Pendant 3 jours. 3 jours. Donc 3 jours, c'était un mode où tu prends ta voiture et tu roules beaucoup de kilomètres pour avoir un bien des premières nécessités. Et donc, les sujets est sortir de là, de dire pourquoi on a tout ce qui est accessible, en mode papier toilette, l'eau, etc. Mais en protection intime, qui est quand même
au même titre que le papier toilette, un bien de première nécessité qui doit être accessible partout parce que ça arrive que tu n'as pas ce qu'il faut quand il faut et on n'a pas le choix. Une fois qu'on a nos règles, on a nos règles. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'était à la même période qu'il y a eu une enquête qui était sortie de 60 millions de consommateurs sur la composition des protections hygiéniques. Cette enquête, elle avait été lancée suite à des femmes qui ont contracté un syndrome du choc toxique avec des amputations de membres, etc. Il s'avère que le syndrome du choc toxique n'a rien à voir avec la composition, mais plus avec l'utilisation des produits et le manque d'hygiène. C'est-à-dire ne pas renouveler la protection assez régulièrement. C'est ça, ne pas se laver les mains quand on change un tampon, etc. Surtout les protections internes, donc les tampons ou cup, si on les laisse plus de 6 heures, tu peux courir les risques de syndrome de choc toxique. Donc en gros, les femmes qui dorment avec un tampon... On ne dort jamais avec une protection interne. Ah ouais. Normalement, mais on ne le savait pas à l'époque. Ah bah Donc, non, en fait, je peux te garantir qu'on le savait pas parce que moi j'avais plein d'amis qui faisaient ça. Donc... Exactement, en fait ils ne les mettaient pas à l'époque dans les notices. Aujourd'hui c'est une obligation légale, je pense qu'on va en parler plus tard. Mais c'est justement à l'issue de tout ce scandale que tout le monde s'est penché sur le sujet de c'est quoi le syndrome de choc toxique, pourquoi est-ce que c'est la compo. Et donc on a commencé à se rendre compte que la compo n'était pas terrible, qu'il mettait beaucoup de produits nocifs et qu'il n'avait jamais été affiché parce que c'est dans la catégorie de papier et pas des gels. Ah ouais. Oui. Scandale, hein. Donc alors, attends, le papier toilette, tu le situes dans la catégorie hygiène, mais pas le tampon, c'est ça? Le papier toilette, Je et dans ne le sais pas, papier, je c'est de la ne sais pas. cellulose aussi. C'est la cellulose, Ouais. c'est papier Donc, aussi. papier aussi, Ah je ouais. crois. Mais donc du coup on est au même titre que les papiers, papier pour l'imprimante, papier pour Pour les pour mouchoirs, le mouchoir, papier voilà. pour machin. Alors que c'est un produit, en l'occurrence par exemple pour les tampons, que tu mets à l'intérieur de ton corps, donc dans ton vagin, la partie la plus perméable. Voilà, on va retrouver des composants comme des perturbateurs endocriniens, des substances cancérigènes, du Roundup, un désherbant. Il faut désherber l'intérieur de son vagin, c'est bien connu. Voilà, c'est hallucinant. Je suis choquée. Ok, donc vous vient l'idée... Donc en fait, vous avez cette discussion-là. C'est ça. Nous, à l'époque, donc Congémat, mais toutes les deux des carrières plutôt dans des grands groupes. Alors justement, qu'est-ce que vous faisiez avant de vous mettre ensemble pour Fava? Jeanne, tu faisais quoi? Moi, j'étais dans des grands groupes de com pour accompagner des clients en stratégie de communication dans des secteurs d'activité très variés. Et toi, Evelyne? Et moi je travaillais dans un grand groupe de cosmétiques, donc à l'international et puis responsable d'une zone. Donc voilà, donc 8 ans de grands groupes. Sur quel type de produit, si tu peux y répondre? Cosmétiques, donc en fait de Maquillage. capillaire, maquillage, soins, Ok. différentes choses. Et c'est vrai que autant l'une que l'autre, niveau qualité de vie au travail, il y avait plein de trucs à dispo. Les gâteaux, les corbeilles de fruits, le café, le thé, l'eau pétillante, l'eau plate, les bains de bouche dans les toilettes pour se rincer la bouche, j'en passe, il y a plein, 50 milliards de trucs. Mais alors, tout ce qui est serviettes et tampons, soit tu t'organises dans ton service ou il y a souvent l'assistante du bureau qui va organiser un truc et qui a des produits au cas où dans son tiroir, mais c'était jamais un truc qui était en tout cas pris en charge par la structure véritablement comme un vrai sujet sur lequel il fallait s'investir. Nous, c'est à cause de ce sujet-là qu'on est rentré en contact la première fois. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on était chez ESUS pas mal de femmes à chaque fois à s'échanger les tampons, les serviettes, et on n'utilisait pas toutes la même marque. Et alors pour peu qu'on utilise une serviette qui n'est pas de la marque habituelle, on n'est pas à l'aise toute la journée. Et un jour, je ne sais pas comment c'est venu dans la tête de mon chef, donc le DG des US débarque et me dit je comprends pas Lina, pourquoi on met pas des distributeurs de protection hygiénique pour les femmes dans les toilettes. Je dis en fait ça dépend si tu as le budget ou pas. Et il me dit mais c'est pas à moi d'avoir l'idée, c'est à toi. Je dis oui mais c'est toi qui me donnes l'argent, donc moi si tu me donnes l'argent je veux bien, mais à l'époque j'avais pas de budget RH. Et c'est lui qui m'a dit vas-y fais-le. Et j'avais trouvé les distributeurs, mais j'avais pas trouvé les protections, parce qu'en fait par contre j'avais été très ferme là-dessus. Ok, je veux bien mettre des distributeurs de protection hygiénique,
mais je veux pas que ce soit n'importe quoi. C'est-à-dire que je veux des produits hygiéniques, respectueux du corps de la femme, etc. Pas avec des produits chimiques et tout. Donc, budget inclus. Et je suis tombée sur vous. Je sais plus comment je suis tombée sur vous. Mais bon, bref. Et donc, donc j'avais pas le distributeur de chez vous, mais par contre, tout ce qui était dans mon distributeur venait de chez vous. Voilà. Et après, j'avais eu de très très bons retours des collaboratrices. Et c'était dans les toilettes des femmes. Et moi, j'y allais pas tout le temps, puisque j'étais aux culottes menstruelles. Donc, en fait, je prêtais pas trop attention à ça. Et des fois, elles me disaient pas que c'était vide. Elles osaient pas venir me dire, Elina, le distributeur il est vide, alors que je suis une femme. J'aurais été un homme, je suis une femme, j'ai mis en place le système. Pourquoi vous me le dites pas, quoi? Surtout que j'ai des stocks. Bref, et donc même ça, tu vois, c'est déjà un sujet tabou entre femmes, j'ai l'impression. C'est un sujet qui est extrêmement tabou encore aujourd'hui, parce que c'est une question aussi de culture, d'éducation, de comment on a abordé dès le plus jeune âge ces sujets-là. Et oui, effectivement, c'est un sujet très intime et beaucoup de femmes, même entre elles, n'en parlent pas et ont du mal à en parler. Donc c'est pour ça aussi que c'est important pour des employeurs de pouvoir s'emparer de ce sujet-là et le traiter véritablement, parce que d'autant plus quand les femmes vont être dans des situations difficiles, en précarité menstruelle, elles n'en parleront pas, elles ne s'en plaindront pas, mais du coup ça a un véritable impact sur leur travail ou leurs études quand c'est à l'université ou dans des collèges ou des lycées. C'est une source d'absentéisme, de mal-être, c'est vraiment des sujets qui sont très importants à traiter au-delà du simple bien-être des collaboratrices au travail. Et moi, moi c'était beaucoup les stagiaires qui se servaient. Et souvent, c'était la semaine où les apprentis et les stagiaires étaient là que ça partait quoi. Plus vite. Bah ouais. C'est des publics qui ont des très bas salaires, qui ont des fins de mois difficiles et qui ont besoin d'être soutenus. Et ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Et puis aujourd'hui, les chiffres sur la précarité menstruelle en France, donc les derniers dont on dispose datent de 2023, c'est 4 millions de femmes en France de 18 à 50 ans qui sont en précarité menstruelle. Ça veut bien dire que statistiquement, on va en retrouver dans toutes les organisations. C'est pas 4 millions de femmes, c'est pas que des femmes qui sont dans la rue ou dans des foyers d'urgence. Non, c'est aussi des femmes qui travaillent, c'est aussi des étudiantes qui sont effectivement en stage ou en alternance. C'est des femmes qui vont faire des choix tous les mois entre qu'est-ce que je vais mettre comme budget pour mes protections intimes, est-ce que je le mets dans ça ou est-ce que je vais acheter de la nourriture pour moi, pour mes enfants si j'en ai. Enfin, c'est un vrai sujet de société. Donc, on revient un peu au début. Vous êtes consciente de ça et là, vous avez l'idée de vous mettre ensemble tout de suite pour répondre à cette problématique sociétale ou... En fait, on a commencé à rechercher. Il y a eu une grosse phase de recherche. On s'est dit, on va regarder tout ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'il y a tout à dispo. On a testé tout ce qu'il y avait. C'est-à-dire tester. Vous allez acheter, on a acheté les marques, sérieux? Oui, on testait, on disait, oui, tu vois, ça me tombait sous des trucs qui avaient tellement de parfums. Horrible. Mais comment ça Rien s'appelle, que bio, même tu mets un tonne de parfums. La boîte de serviettes, tu l'as même pas encore ouverte, que t'as l'odeur de désodorisant sanitaire là, horrible. Mais qui porte ça? En fait, même quand tu l'as sur toi, t'as l'impression Et c'était censé être naturel. On a acheté toutes les marques en pharmacie, en magasin sélectif, en bio, en fait bio, tous les magasins bio. En magasin traditionnel. Ils ont testé tout. Et donc, du coup, on a testé et puis on s'est dit... Les réutilisables, d'usage unique. Voilà. Maintenant, c'est ça notre charte. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on cherche. Et là, on est passé par cette phase où il fallait trouver une fournisseur qui pouvait nous faire les produits de nos rêves avec nos chartes. Et donc, c'est là où ça a commencé. Et ça a pris beaucoup de temps à trouver. Donc, tant qu'on ne trouvait pas, on continuait à travailler, à chercher, mais on faisait des autres choses à côté. Jusqu'au moment où on s'est dit, bon, ça y est, on l'a trouvé. On va pouvoir mettre les boutons go. Vous l'avez trouvé en France ou à l'étranger du coup? En Espagne. En Espagne. Ah oui, donc en France, vous n'aviez pas trouvé ce que vous cherchiez. Non. Malgré tous les labels et toutes les certifications qu'on a en France.
France. En fait, notre premier produit, ça a été l'usage unique. Donc les serviettes, les tampons, les protège-culottes. Il y a en France, il n'existe pas d'usine qui sait faire de 100% bio en usage unique. Qu'est-ce qu'on met derrière le 100% bio? 100% bio. C'est-à-dire En coton. que du coton. Que du coton, ok. Pas de la celluleuse, pas de billes absorbants, pas de, plastique de qui enrobe les plastique, papiers, les protections, etc. Ça veut dire de coton, l'absorption passe par les cotons, par une technique d'absorption des cotons, ou évidemment pour les cotons n'est pas imperméable, donc pour la serviette, il aura toujours un backsheet imperméable qui est en plat chez nous, donc en bioplastique. Mais le tampon, par exemple, notre tampon est 100% bio. De la ficelle jusqu'au voile de protection. Le PLA qu'on a pour les serviettes, c'est le même matériau qu'on va retrouver pour les sachets de légumes dans les supermarchés. C'est matériau biodégradable. C'est les sachets tout fins. D'accord. Voilà. Donc c'est ce même matériau-là. Mais c'était hyper important pour nous de ne pas faire de concessions en fait sur le produit qu'on voulait et la qualité du produit qu'on voulait. C'est soit on arrivait à sortir un produit qui correspondait à nos critères, soit on ne sait pas la marque. Ça n'avait aucun sens. En fait, c'était pas facile de dire je vais proposer la meilleure qualité à un prix qui reste raisonnable. Évidemment, il est plus cher qu'un produit fait en plastique, mais il faudra pas. Ça reste quand même un produit de première nécessité, donc c'est pas un produit de luxe. Donc on va pas le. Voilà, il faut que ça reste accessible. Et enfin, il faudrait que les produits soient efficaces parce que c'est un sujet sur lequel on n'a pas envie d'avoir un accident. Donc, c'est pas parce que tu es 100% bio que tu vas retrouver avec ton pantalon taché. Oui. Donc, il faudra que ça marche en fait. Et donc, c'était tous ces trois critères-là mis ensemble qui nous ont motivés à trouver un fournisseur. Et aujourd'hui, en Europe, il en a que 3 qui savent faire des 100% bio. Donc, Et aucun en France sur les 3. Non. Et alors, quand on certifie 100% bio, ça fait dire que le coton, lui aussi, Et biologique. est bio. Donc, En fait, il vient d'une filière... C'est ça, c'est certifié dès la culture du coton. Et puis après, on a ajouté à l'Emix nos valeurs. Et en fait, en tout cas, on s'est dit ça, on va quand même travailler beaucoup. Lancer une entreprise, c'est pas une mince affaire. On va s'investir personnellement, économiquement, nos familles aussi, ça dans le sens que on va être très occupés, donc il va falloir qu'on compense avec nos enfants, etc. Et donc, on voulait que tout ce qu'on fait comme investissement a un impact dans le monde, un petit impact à notre niveau. Et donc, dès la création de Fava, on a voulu une marque, une société qui impacte sur chaque étape de la chaîne de valeur. Donc, on a vraiment cherché pour chaque étape des partenaires qui soient aussi engagés que nous ou pour lesquels nous, on peut changer les choses. Donc, notre fournisseur, en plus d'avoir toutes les certifications ISO, etc., il est certifié lui aussi ICA-GOT, que la certification qui valide pas seulement la qualité de coton, mais aussi l'ensemble de la chaîne de production est sur place. C'est-à-dire que tu n'embauches pas d'enfants, que tu payes les salaires justes qui sont leurs visites médicales. Et on est audité tous les ans, la certification. Elle se met à jour tous les ans. Ouais, elle est valable qu'un an, cette certification. Oui. Et c'est eux et c'est nous. En fait, tout le monde est certifié. Puis, notre centre logistique, c'est un filiale d'Emmaüs, donc qui travaille avec des gens en insertion sociale et professionnelle. Donc, pareil, c'est pas des experts, c'est des gens qui sont en train d'apprendre. Donc, des fois, c'est pas évident, surtout quand tu commences à grandir. Mais pour nous, ça nous tenait vraiment à cœur de dire, au moins à ce niveau-là, je crée aussi l'impact. Et enfin, pour chaque achat chez Fava, donc déjà, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des associations en produits. Et puis, nos business models, c'est-à-dire les 3 canaux de distribution qui sont ancrés dès le départ de l'entreprise avec le B2B, qui est quand même là, en grande partie, pour lutter contre la précarité menstruelle, pour agir au niveau RSE d'entreprise, pour avoir la qualité de vie sur les lieux de travail. Et donc, on rend accessible à toutes ces femmes-là, tous ces bénéficiaires, parce que c'est gratuit pour les bénéficiaires, des protections de qualité
Et enfin, et pas le moindre, l'impact écologique, parce qu'aujourd'hui, une protection classique va mettre 500 ans à se dégrader. On est 52% de la population mondiale. Une femme utilise 20 000, entre 15 000 et 20 000 protections dans sa vie. Si chacune de ces protections met 500 ans, ça fait un paquet de poubelles. Or, les protections bio, ils sont beaucoup plus... Ils sont dégradés en quelques mois sans résidus chimiques, contrairement à un produit qui va être en plastique avec des billes absorbantes chimiques, etc. Donc, on a vraiment cherché cette complémentarité d'avoir un impact social, sociétal et écologique. Ça vous a pris combien de temps à... Parce qu'il faut quand même des connaissances techniques pour monter la protection hygiénique. Ça vous a pris combien de temps entre le jour où vous avez eu une idée et le jour où vous avez eu en tout cas le prototype validé? Au moment, plus d'1 an. Après. Ouais. Et vous êtes passé, vous avez fait appel à des personnes techniques sur le sujet externe, ou c'est vous seul avec vos propres recherches? En fait, en protection intime, je parle de l'usage unique, encore une fois, que c'est comme ça qu'on est lancé. En soi, il n'est pas compliqué. C'est pas une crème en formulation où tu as besoin des ingrédients actifs. C'est un mélange des couches, des produits qui vont permettre de rendre les produits absorbants ou pas. Donc au moment où on sait ça, c'est facile quelque part pour nous d'avoir une charte. Après, la façon de les produire, ça n'a jamais été de notre sujet, c'était le sujet de notre fournisseur. Donc nous, on est arrivé avec une charte qui dit, on veut que la serviette mesure tant, on veut qu'elle soit si épais, on veut que ça absorbe tant millilitres, on veut qu'il ait que ça en compo, on veut que ça, et puis eux, ils travaillent là-dessus, et puis ils te proposent, en fait. Ok. Et après, on teste, en fait, ça passe par les tests, on est nos premières consommatrices. Combien de consommatrices pour la première phase de test? Déjà, nous, et notre cercle d'amis, des copines, des familles, des tantes, des cousines, en fait, c'est qui voulait tester, on donnait à tester. Mais si elles ne voulaient pas, elles n'avaient pas le choix, il fallait tester. Voilà, mais au début, ça reste les petits cercles. On n'avait encore pas de marque, pas d'investissement, on n'avait pas officiellement démarré. On a commencé dans nos salons. En quelle année vous avez commencé officiellement, la structure, l'entreprise a été créée en 2019. Mais on était déjà fait là, en 2019. On avait notre produit. On avait nos produits. Là, c'est toute l'année 2018 où on a travaillé en amont. Et moi, j'ai connu Fava en 2020. Voilà. Et il n'y avait pas de pub. Donc vous trouvez en tapant sur Google produits hygiéniques, bio. Je pense que j'ai dû taper une recherche comme ça. Ouais. La signification de Fava? For all vaginas. Voilà. Avant, on l'avait dans les packs écrit. Et puis, on a fait des tests. Et surtout au retail, dans les magasins, ça a choqué des personnes. Qu'on mette qui on met for all vaginas. Donc, on a changé ça par la force de notre nature. Parce qu'à fin de compte, ça qu'on a toujours voulu faire, c'est l'allié de l'intimité des femmes. Et on trouvait qu'on manque beaucoup d'informations. D'ailleurs, tu viens de mentionner qu'il n'y a pas de pub. C'est parce que les gens qui viennent chez nous, c'est par le contenu. On crée beaucoup de contenu, on met beaucoup d'articles, qui pas sur les règles, surtout l'intimité des femmes, parce qu'il n'y a pas vraiment un seul endroit où on peut trouver des informations bien précises, qui parlent de plein de sujets. On est plutôt seul. Et donc, du coup, l'effet de notre parti pris, c'était de dire, je vais donner l'information aux femmes, et après, chaque femme, elle est libre, et une fois avec les connaissances, elle choisira ce qui est le mieux pour elle. Peu importe ça que c'est. Si elle veut un réutilisable, si elle veut de l'usage unique, si elle veut une stérilée, si elle veut pas de règles, si elle veut aussi elle peut. Chaque personne est tellement unique et tout au long de ta vie de femme, tout change en fait. Avant les enfants, après les enfants, à l'adolescence, les règles, après 30 ans, 40 ans, tout change. Donc on ne peut pas être constant.
Et donc, on est parti vraiment de là en disant, c'est notre force, c'est notre nature. Et donc, du coup, on va te donner toutes les infos et toutes les connaissances. On va être hyper transparente. Et puis voilà, et on va t'accompagner. Je voudrais qu'on parle de la censure du mot vagin. Parce que... Sur les réseaux ou... De partout. Parce qu'en fait, déjà, à l'époque, je me souviens que Nana avait fait, donc la marque Nana, avait fait une pub très osée. Ouais. Et alors moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'on peut parler, ou en tout cas on peut faire de la pub pour des préservatifs à partir d'une certaine heure, je parle. Ouais. Mais tout ce qui est sexualité, ça passe. Et par contre, quand on parle de choses, j'ai envie de dire, de la vie naturelle, des choses, donc, et qui font partie, je pense, d'un vocabulaire non vulgaire. Je suis pas sûre que dire vagin, vulve, ce soit vulgaire. Non, ça fait juste partie du corps humain. Mais pourquoi c'est censuré? En fait, c'est quoi le problème? Alors, sur les réseaux sociaux, donc nous, notre compte Insta, au début, il a été fermé plusieurs fois parce que justement, on disait vagin, mais en même temps, les tampons, on les met où? Il y a un moment, il faut bien qu'on utilise le mot. Des chaussures, quand on parle de chaussures, on les met bien sur le pied. On ne va pas dire on les met sur le membre inférieur au bout de la jambe. C'est ridicule. Un vagin, c'est un nom, c'est vagin. On s'est fait fermer notre compte Instagram et Facebook. Plusieurs fois. Et donc, jusqu'à définitivement, on a perdu tous nos abonnés de la première heure. Et ils nous la sont supprimés parce qu'un contenu non adapté et sensible. Sachant qu'on l'écrivait, hein. On ne montre pas, hein, rien. Ouais, c'était juste de l'écriture. C'est l'écriture. pas... Non, on n'a jamais eu... Notre charte graphique, elle est méga soft. Il n'y a jamais eu d'images trash, rien. Et voilà, donc il y a une vraie censure sur ça, mais sur les règles en général. Montrer du sang de règles... vous parlez de sang de règles... avec les pubs, avec le sang bleu, etc. Mon Dieu, le sang de règle, c'est dégueulasse et ça perturbe. Alors que avoir un film où on se tire dessus et du sang partout, ça choque personne, quoi. Donc voilà. D'accord. Et du coup, comment vous avez fait? Donc en fait, comment vous faites aujourd'hui pour communiquer? Si vous pouvez pas prononcer, écrire, pas prononcer le mot vagin ou partie intime ou... Si partie intime, je pense que oui, c'est ça acceptable. un peu. Ok. C'est une question. Mais par exemple, sur Facebook, tu peux mettre une photo avec la culotte, même si tu coupes ici, ça marche pas. Si tu montes en haut, ça marche. Ah d'accord. Donc, mais c'est pas que sur les femmes. Par exemple, on a lancé un premier produit homme, un boxer et une continue fuite urinaire. Et donc, du coup, on avait les messieurs en boxer sans t-shirt. Ça passe pas. Ça passe pas, il faut qu'il ait un t-shirt. Ouais. C'est considéré comme contenu inapproprié. Exactement. Ok. Donc dans la photo, si on coupe le t-shirt en haut et qu'on a juste le nombril avec la culotte, ça passe pas. Ça passe et pas. avec le t-shirt, ça passe. C'est ça. Ok. C'est fou, hein. Donc, je pense que comment on fait aujourd'hui pour contourner, comme ça. On met un t-shirt, mais on met quand même la photo pour qu'on voit comment la culotte est faire rendre, parce que c'est important de pouvoir voir le produit que tu achètes. Ouais. Comment on fait pour contourner on parle souvent dans nos blogs, encore dans notre site, dans notre blog, et puis la communication sur les réseaux aujourd'hui, elle est axée sur plein de sujets. On évite de mettre le mot vagin. Sur les sujets, c'est les sujets que vous traitez sur votre site, tout ce qui est nutrition, bien-être. Tout ce qui va avoir un impact sur l'intimité des femmes. Ok. On poste à peu près 2 à 3 articles par mois. Et des articles assez bien bibliographiés. On essaye beaucoup de s'appuyer sur des études, en fait, vraiment de rendre toute l'information disponible. Parce qu'on se rend vraiment compte, en fait, au tout départ, tu te souviens, quand on gérait les réseaux, combien de gens filles nous écrivaient pour nous poser des questions. Mais des questions assez pointues, parce qu'ils ne vont pas aller la poser à leur mère, parce qu'elles n'osent pas, et ils ne vont pas aller voir un médecin. Donc, ni les infirmières scolaires, parce que y a une barrière, c'est une adulte qui est en plus même pas de la famille, etc. Donc c'est des sujets hyper compliqués. Donc, la dangerosité du truc que tu demandes à des marques, parce que tu sais pas qui est derrière la marque. Non, nous
on est hyper gentil, bienveillante, évidemment, on va lui répondre comme on peut et puis on l'orienter au mieux. Mais si on écrit des marques comme ça, par hasard. Ça, et puis sur plein de réponses, en fait, tu peux pas répondre à des jeunes filles. À chaque fois, c'était écoute, il faut impérativement que tu en parles à un médecin, en fait. On n'est pas médecin. Donc, C'est quel genre de question quand t'en arrives à dire il faut que t'en parles à un médecin? Quel type de contraceptif, comment je fais pour ci, comment je fais pour ça, j'ai jamais avoir des relations, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vraiment des questions, nous on va pas venir substituer déjà à donner des conseils, c'est pas trop notre place. Donc, mais même en même temps, j'ai des règles comme ça, j'ai eu ça. Est-ce que c'est normal, normal Donc, vraiment, donc on a mis en place un service à une époque qui s'appelle SOS Naturo. Donc, c'était pas un médecin, mais tu pouvais prendre rendez-vous gratuitement avec notre naturopathe en ligne sur notre site pendant 20 minutes. Et donc, du coup, tu avais 20 minutes offertes avec un naturopathe pour poser une ou deux questions. C'était un vrai sujet, hein, ça revenait très souvent chez nous. Je pensais que ça avait évolué parce que moi, je me souviens de comment j'ai appris qu'une femme avait ses règles. Ouais. Donc, je l'ai appris par ma cousine. Ouais. Et je me souviens lui avoir dit ah, mais dans toute ma naïveté de collégienne, ah, mais moi, je veux pas ça. Et elle m'avait répondu non, mais t'as pas le choix. C'est toutes les femmes. Et en fait, j'avais pas compris. Donc, elle m'explique que les femmes perdent du sang tous les mois et tout. Et c'est comme ça parce qu'elle les avait eues. Donc je pense que j'avais pas... Donc en fait je savais pas... C'est comme ça que je l'ai appris. Hein. Mais vraiment je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Et 6 mois après je les ai eus. Et je n'avais jamais eu cette conversation avec ma mère, avec qui que ce soit. Et en fait si ma cousine ne m'en avait pas parlé 6 mois plus tôt... Ça aurait pu être une expérience extrêmement traumatisante. J'aurais jamais compris ce qui m'arrivait. C'est en train de mourir, quoi. Et le pire, c'est que le jour où je les ai eus, j'étais plutôt contente. Je me suis dit, bon, c'est un phénomène naturel, on en a parlé, je deviens une femme et tout, waouh! Et quand ma mère est arrivée, je devais aller chercher mon frère à l'école, je m'en souviendrai toute ma vie. Quand ma mère est arrivée, toute souriante du bout de la rue, je la rejoins avec mon vélo avant d'aller chercher mon petit frère devant le portail et je dis hey, maman, j'ai mes règles. Et là, elle se stoppe. Elle arrête de sourire. Mais genre comme si je lui annonçais un mauvais truc. Et elle me dit et ça va? Genre inquiète. Et je lui dis bah oui, ça va. Pourquoi ça n'irait pas? Non, mais t'es sûre, ça va? Ouais, ça va. Bon, je vais chercher Bruno. Je me suis barrée chercher mon frère. Et 2 mois après, j'ai commencé à avoir des vraies règles. Douleur incluse. Et j'ai repensé à ce moment où je me suis dit mais pourquoi elle m'a pas dit que je pouvais avoir des douleurs de règles? Pourquoi après quand je lui ai dit j'ai mes règles, elle m'a pas expliqué ce que c'était? Et c'est là que j'ai compris que c'était vraiment un truc intime. Et elle vient, je pense, et pourtant ma mère c'est une personne cultivée, très ouverte et tout, on peut parler de tout avec elle. Mais je pense qu'à cette époque-là, en parler avec sa fille, c'était compliqué. Et je comprends que c'est des sujets qui sont difficiles à mettre sur la table pour les parents, tu vois. Oui. Parce que tu ne sais pas, je te le dis pour moi, j'ai 2 filles, tu ne sais pas quand. Tu n'as pas envie de les faire trop tôt, parce que tu ne veux pas qu'elles soient... Mais maintenant, tu ne sais pas quand, en fait. Tu sais pas quand, il y en a qui l'ont à 12 ans, il y en a qui l'ont à 14, à 15, à 8, mais à 9. Ah oui, c'est vrai. C'est à partir de 8 ans. Le plus jeune, c'est 8 ans. Ouais. Mais moi, ce qui m'a choquée, c'est que en cours d'SVT, on t'apprend ce que c'est que la reproduction, dans les grandes lignes, mais jamais on vient te dire, bah voilà, les femmes, vous êtes fertiles parce que votre corps fonctionne comme ça. Enfin, c'est un peu la honte de le dire, hein, mais moi j'ai compris comment fonctionnait mon corps, et c'était quoi vraiment les règles, qu'est-ce qui se passait en bas, à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire que même la pilule, on m'avait jamais expliqué ce que c'était. Mystère et boule de gomme, il a fallu que ce soit moi qui fasse mes recherches. Aujourd'hui, on a accès à certaines informations si on sait où les chercher. Et donc, et moi j'ai appris, mais vraiment j'en ai 35, donc en fait je comprends mon corps que depuis 5 ans. Mais c'est ce qui contribue à faire que ce sujet est extrêmement tabou aussi. C'est qu'on n'en parle pas aux jeunes adolescents. On n'en parle pas aux garçons, on n'en parle encore pas non plus aux filles.
Et pour que ce sujet soit plus un tabou, en fait, on a besoin d'en parler, de le banaliser. En fait, c'est normal pour les femmes d'avoir leurs règles. On va toutes les avoir. Enfin, ça fait partie de notre corps, de notre vie, de notre évolution, et c'est normal. Et c'est vraiment un des sujets, nous aussi, sur lequel on travaille. C'est de pouvoir contribuer à lever ce tabou. C'est très important de pouvoir en parler pour que, les jeunes filles puissent vivre ce moment hyper sereine, parce que ça arrivait à combien d'entre elles de ne pas avoir eu leur cousine, tu vois, pour en parler, et de se retrouver un jour à se mettre à saigner, tu sais pas ce qui t'arrive, tu as l'impression que tu vas mourir parce que tu perds du sang et personne t'a expliqué avant. De pas comprendre quand tu as des douleurs hyper puissantes qui arrivent, qu'on t'explique pas ni pourquoi elles arrivent, ni comment arriver à les gérer, ou qu'on t'aide à te sentir mieux, que personne ne prenne en considération aussi l'incapacité que ça peut provoquer chez certaines femmes. C'est vraiment des sujets qui sont importants à traiter, et de le traiter autant envers les femmes qu'envers les hommes, et d'éduquer tout le monde sur ce sujet-là. Alors moi, ça c'était une question que j'avais pour vous, parce qu'en fait vous avez aussi créé une plateforme d'éducation où on parle de tous ces sujets-là. Vous l'avez appelée, j'ai peur de Intimed. Ok. Donc ça c'est votre deuxième bébé. Oui. On n'en avait pas assez. Si cette première partie avec Evelyne et Jeanne vous a plu, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode pour découvrir Intimed, leur deuxième bébé. À bientôt. Et vas-y que ça papote. Mais c'est comme ça qu'on s'interroge et qu'on discute de sujets profonds. Donc, votre deuxième bébé, Intimed, donc c'est une plateforme sur laquelle les gens peuvent s'éduquer, ou en tout cas c'est à destination des écoles principalement. Alors, c'est une plateforme digitale éducative à destination des enseignants et des élèves du secondaire, et qui traite de sujets essentiels, et notamment ceux de l'EARS, donc c'est l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Secondaire, c'est collège et lycée. Ok. Et salut, c'est Géraldine, la responsable marketing de chez QuickMS. J'interromps Lina juste 30 secondes pour vous parler de nos 2 logiciels RH qui permettent de simplifier votre quotidien. Le premier, c'est Graphique. C'est une BI RH qui permet de générer vos rapports automatiquement, comme la BDESE, le bilan social, mais aussi vos rapports comme l'absentéisme, la masse salariale. Et notre deuxième logiciel qui s'appelle Crew et qui permet de digitaliser vos entretiens professionnels et individuels et automatiser l'ensemble de vos campagnes d'entretien. Vous souhaitez en savoir plus ? Rejoignez-nous sur quickms.fr. Allez, je redonne le micro à Lina. À bientôt. Et donc, quand j'ai vu, parce que j'étais un peu fouillée votre plateforme, ma question c'est, on va rentrer dans le sujet d'Intimed, hein, mais est-ce que quand on donne des cours en gros sur le corps de la femme, de comment il fonctionne, les règles, etc., est-ce qu'on inclut les garçons dans la même classe ? Ah bien sûr. Ou pas ? L'EARS, c'est obligatoire pour tout le monde. Tous les élèves du secondaire sont censés en France avoir 21 heures de cours sur ces sujets-là. Bon, après, ça peut être fait d'un côté les filles, d'un côté les garçons. Ça, c'est chaque établissement qui va décider. Après, moi, je trouve, mais ça, c'est un point de vue hyper personnel, que c'est dommage. Parce que si tu mets tout seul des garçons qui vont pas vivre une partie de ce qui a traité dans le cours, ils n'auront peut-être pas la même approche que s'il y a des personnes qui, elles, le vivront vraiment et pourront parler de leur expérience. Pour moi, pour arriver à ce que ce soit des sujets naturels pour tout le monde, il faut pouvoir mixer le groupe dans lequel tu le présentes. Et puis même pour créer de la compréhension, parce que moi, je me souviens, il y avait toujours les blagues de on colle les serviettes, ou on taquine le mois où on sait que la semaine où la fille est indisposée. Moi, j'ai jamais eu ce genre de problème, parce qu'en fait, j'étais couchée en 4 et qu'ils avaient plus pitié de moi et mal pour moi
que je loupais facile 3-4 Mais jours de cours par mois. Ces sujets de plaisanterie, surtout chez les jeunes, ça vient de quoi? Juste parce que c'est de la gêne d'en parler, parce que c'est un sujet tabou, ça vient de la méconnaissance. Dès qu'il y a un truc que tu connais pas et où t'es pas à l'aise, etc., du coup t'en rigoles pour essayer de montrer que t'es super cool sur le sujet et que tu maîtrises alors que tu maîtrises absolument rien. Et alors l'obligation de faire ces 21 heures de cours, c'est depuis quand? Parce qu'en tout cas, à mon époque, je peux vous garantir qu'à mon avis, c'était pas obligatoire. Et même si c'est obligatoire, est-ce que c'est vraiment fait? Alors, depuis quand la date examen? Tu es là, toi? Non, je sais Non, pas. en fait, Mais- ça a toujours été le programme, ça a toujours été là. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne sous la base du volontariat. Ça veut dire que les profs doivent se porter volontaires pour traiter X sujet, sujet. Je pense que le programme c'est enrichi parce qu'aujourd'hui on n'aborde pas seulement l'anatomie, les règles, la sexualité qui est pour moi la base. On ajoute à tout ça les consentements, le harcèlement, les médias, les réseaux sociaux, la pornographie. Donc il y a des challenges qui à notre époque n'existaient pas parce qu'on n'avait pas accès aux réseaux, sites, etc. et qu'aujourd'hui c'est une réalité. Donc le programme a été enrichi. Mais en termes de quel prof doit faire quoi et comment et l'enseignant, jusqu'à aujourd'hui c'est sous la base du volontariat. Donc il fallait que l'enseignant prenne son temps, se former, se préparer pour faire ces cours. Souvent des cours des établissements scolaires en fonction de chaque établissement scolaire. Donc c'est vraiment à discrétion. Ils font appel soit à des associations, par exemple le planning familial, une sage-femme, ou soit les infirmières qui sont dans les campus pour faire ce type de cours. Mais ils ne sont pas souvent toutes les informations, toute la classe, ils ne vont pas aussi profond. Donc avec Antimed, nous on a essayé d'être là, un outil pour permettre aux enseignants de mieux apprendre ces cours parce qu'ils peuvent le faire avec les élèves, ils peuvent le faire en autonomie et ce sont les experts en santé mentale et physique qui font les cours. Quelque part, c'est pas les profs qui parlent, c'est un gynécologue. C'est pas l'infirmière qui va vous dire, c'est le médecin généraliste. C'est pas donc parce qu'il est en vidéo, il est de l'expert, il a les contenus validés par cet expert et donc du coup, ça va venir en complément de l'enseignant pour l'aider, vraiment un vrai outil en plus, une ressource en plus pour pouvoir faciliter les cours qui doivent être impartis. Donc je ne saurais pas vraiment te dire depuis quand c'est obligatoire. Je pense que ça a toujours été quelque part obligatoire, mais sur la base du volontariat. Ok. Puis alors, le truc, c'est qu'il vaut mieux que ce soit un prof qui le fasse, parce que ton prof, tu le vois toute l'année, tu sais qu'il est dans l'établissement. Donc si jamais tu as des questions, c'est un peu ton référent, que la sage-femme, elle est de passage d'une journée, même pas, et après tu le vois plus. Oui, mais après, la problématique aussi pour un prof, c'est que c'est pas forcément par exemple le prof de bio qui va porter ces sujets-là, ça peut être des enseignants d'autres matières. Il y a une problématique et on voit bien quand on entend parler de l'éducation nationale, c'est qu'ils ont déjà des agendas hyper chargés, c'est déjà compliqué de porter ta matière à toi dont tu es responsable. Donc là c'est un sujet en plus que tu dois venir traiter où tu n'es pas forcément un expert. Aucun professeur ne peut être à la fois en plus de son métier gynéco, généraliste, psychologue, avocat. Enfin, il y a un moment, c'est pas possible. Quand on regarde le contenu de ces sujets-là, de ces 21 heures de cours qui sont censés être traités, c'est extrêmement complet, documenté, ça va assez loin dans les notions qu'on aborde. Donc il y a déjà cette problématique de temps, de maîtrise, de formation sur ces sujets pour les enseignants. Et puis il y a aussi le fait d'être suffisamment à l'aise pour pouvoir les porter et d'avoir la responsabilité de sujets qui peuvent être très complexes et intimes à aborder devant des publics divers, de cultures diverses, d'éducation diverses. C'est compliqué d'avoir cette responsabilité-là. Et donc alors les contenus qu'il y a sur Intimed ont été créés avec des professionnels de chaque catégorie, ou en tout cas de chaque thème que vous abordez, c'est ça? C'est un board d'experts, d'experts de santé mentale et physique
qui a repris l'intégralité des contenus alors c'est complètement en accord avec le programme de l'éducation nationale. Le contenu pédagogique, lui, elle a été validé par le réseau Canopé. Et c'est vraiment des experts de chaque sujet qui vont les porter. Et surtout l'adapter au niveau de chaque enfant, c'est-à-dire de chaque niveau scolaire. On ne parle pas de la même façon en 6e qui découvre un peu la vie qu'à un terminal. Donc c'est vraiment, on a trouvé des experts qui sont top dans leur matière, mais aussi sont jeunes, sont bienveillantes et tout a été filmé pour qu'ils parlent vraiment aux élèves. C'est pas un cours magistral où je donne les infos top-down et puis je m'en fiche si tu n'as pas compris. Au contraire, on aborde beaucoup les émotions. On aborde, quand on parle puberté, la gynécologue est en train de dire « J'imagine que tu es en train de te sentir comme ça, c'est normal. J'imagine que tu penses ça, mais c'est normal, t'inquiète pas. Et puis ça va durer peut-être longtemps si c'est pas encore arrivé. C'est normal aussi, donc il faut savoir. » Et donc, toutes les explications sont vraiment à ce niveau-là, de dire je parle à un élève qui a 10 ans, à un élève qui a 11, 12, 13, 15, 18, et puis du coup c'est adapté en fonction de chaque contenu. Et je trouve que ça aide aussi l'enseignant pour pouvoir, parce qu'il connaît ses élèves, donc pour pouvoir être là pour répondre aux questions, pour les accompagner ou carrément pour faire les cours, parce que l'enseignant il peut les projeter et après en parler avec ses élèves et faire un cours comme ça, collectif. Et le contenu il reste ouvert aux élèves ou juste aux enseignants? C'est vraiment un Non, pur outil juste pour eux? Non, ils ont des accès en fait, il y a un accès élève, un accès enseignant. D'accord. Donc chaque élève va avoir son accès personnel, puisque à chaque fin de chapitre, tu as des quiz de validation des acquis. Donc bien sûr, c'est fait de manière individuelle. Donc chaque élève a son propre accès et les professeurs ont un accès différent où ils vont avoir une vision aussi de suivi des élèves et de suivi des groupes d'élèves. Donc pouvoir, si tout le monde a bien compris, si tout le monde a suffisamment avancé, il sait mesurer et évaluer s'il y a besoin d'évaluer. Il peut repérer s'il y a des sujets qui doivent être traités par un référent ou un autre en fonction des points qui ont été bloquants par exemple par un élève, etc. Il y a une lecture possible très très fine de l'avancée des élèves et des groupes d'élèves. Et donc c'est au choix de l'enseignant, c'est possible de faire un cours collectif et donc projeter la ressource et puis parler et voilà, ou les faire en temps informatique, chacun en individuel et lui là pour support, pour complémenter, pour voir s'il y a eu tout le monde a tout compris ou pas, pour approfondir les sujets aussi s'il faut. Donc c'est vraiment au choix. En fait, on n'a pas voulu venir alourdir la charge parce qu'on sait très bien qu'ils ont 800 000 sujets prioritaires à traiter, à augmenter le niveau. Il y a aujourd'hui tellement de challenges pour les enseignants. Donc le but, c'était d'avoir un outil qui s'adapte à eux et qui, au contraire, vient les faciliter la vie en leur permettant d'avoir un support. Donc voilà, on est très flexible là-dessus et c'est ça le but. Cette plateforme, vous démarchez qui pour la mettre en place enfin, si vous démarchez des professeurs, vous démarchez des écoles, vous démarchez l'éducation nationale, vous faites comment pour la faire connaître et surtout la vendre, entre guillemets? Un peu tout le monde, hein. C'est-à-dire aujourd'hui on vient de commencer, hein, c'est tout nouveau. Donc aujourd'hui on l'a fait tourner avec Sexistes des libraires numériques. On appelle aussi les établissements scolaires en fonction de leur localisation. Des fois on parle à des CPE, à des chefs d'établissement. On poste aujourd'hui, on commence à construire nos réseaux LinkedIn, on a un site internet, donc on propose une démo, donc les gens des fois ils s'inscrivent tout seuls à la démo. Donc aujourd'hui on est en train quelque part de consolider les modèles. Ça fait quelques semaines en fait qu'on a commencé la commercialisation. Les gens sont assez ouverts quand vous en parlez, ils sont assez... ils sont plutôt assez conscients qu'il en manque. Donc c'est pas une surprise quelque part. Et ils sont complètement conscients qu'il en manque.
il en manque des outils, un manque de formation et surtout un manque de connaissances pour les élèves. Et que c'est important, que ce sont des sujets très importants. La sexualité fait partie aussi de... Ça a abordé comment? Contraception, sexualité, consentement, c'est ça? Tous les aspects, c'est hyper large. Ça va effectivement à la contraception, à la sexualité et la loi. Il y a bien évidemment les notions de consentement, le rapport à l'autre. Donc il y a tout un aspect aussi psychologique, émotionnel. C'est traité de manière très large. Vraiment, le programme est extrêmement riche. J'aimerais qu'on parle un peu des moyens de contraception. Tu vois, aujourd'hui, on a dans les... Alors moi, je me souviens qu'au lycée, il y avait des distributeurs de préservatifs. Ce qui serait bien, c'est qu'aujourd'hui, à côté des distributeurs de préservatifs, il y ait des distributeurs de protection hygiénique. Ouais. Ça va? Exact. Quand on parle de contraception, donc on parle de préservatifs, et puis après, on parle de pilules pour les jeunes filles. On parle pas de ce que c'est réellement la pilule, des effets secondaires, de ce que ça implique de la prendre dès 14-15 ans. Bon, généreusement, on va dire 16 ans. Est-ce que dans les cours que vous donnez, vous abordez aussi les autres types de contraception qu'il peut y avoir? Alors, que ce soit, je sais pas si c'est un extrême, mais de l'implant à la symptothermie pour les femmes, en passant par l'anneau pour les garçons. Il a tout en fait, c'est un chapitre, c'est la médecin généraliste qui aborde un par un les différents types de contraceptifs qui existent aujourd'hui. Un par un. Et après, elle en parle et puis là, la partie écrite. Et ce qui est hyper important pour Intimed, c'est qu'il n'y a aucun jugement de valeur dans les cours qui sont donnés. On ne dit jamais ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est informatif, c'est-à-dire voilà ce qui existe et les possibilités que vous avez. Après, c'est à chacun en fonction de ses possibilités, son état de santé, ses envies, enfin peu importe. Mais ça reste informatif et toujours sans jugement de valeur. Ça reste bienveillant. On n'est pas là pour imposer une vision plutôt qu'une autre, mais expliquer et dire les possibilités qu'il y a. Ok. Donc à aucun moment on dit la facilité c'est pas forcément le mieux pour votre santé, sachez-le. Non. En fait, en tout cas, on a essayé, comme dit Jeanne, d'être très factuel. Et à chaque fois, on essaye de faire la même chose. Ça revient à ça que je disais tout à l'heure sur le fait d'empower les femmes par la connaissance. Donc, en gros, même Intimed, on va mettre toutes les possibilités de contraception avec qu'est-ce que c'est les effets de l'une, les effets de l'autre et les effets de l'autre. Donc, ça sera sous connaissance de cause. Et puis aussi, qui peut les prescrire? Parce que tu peux aller voir une sage-femme, tu peux aller voir un pharmacien pour ça, tu peux aller voir un médecin généraliste pour ça, tu peux aller voir un gynécologue pour ça. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est de leur donner toutes les clés pour qu'eux ils puissent aller, en tout cas, voir les prescripteurs en question pour aller trouver... et prendre les décisions qui soient bien pour eux. Exactement. Mais en ayant connaissance de cause, comme disait Evelyne, des avantages et des inconvénients de chacune des solutions. Est-ce que tout le monde lit les notices? Non. Ni dans les protections hygiéniques, ni dans les médicaments. Enfin, moi, si j'avais lu la notice de la pilule, même si j'ai commencé à la prendre à 20 ans, 21 ans, je pense que j'aurais jamais pris. Mais vraiment, j'aurais jamais pour pris. refaire le parallèle avec les protections, si les gens savaient, si c'était vraiment mis en avant, de toute façon, c'était même pas une obligation que ce soit mis en avant. En fait, quand il n'y a que ça, tu prends ce qu'il y a. Mais est-ce que dans les packages de protection hygiénique, il y a, au-delà des composants, il n'y a pas un endroit où aujourd'hui, il n'y a pas un truc, une loi qui dit vous devez quand même marquer les risques que ça engendre de porter un produit qui a de tels produits chimiques, tels composants Alors, la réglementation aujourd'hui, c'est une réglementation qui va devenir obligatoire en fin d'année. Pour indiquer la composition des produits, les risques liés au syndrome du choc toxique.
Donc, qui inclut la durée de porte maximale. Ok. Ça, Parce que c'est écrit nulle part, hein, le tampon, merci de le retirer, maximum au bout de 6 heures, quoi. Mais aujourd'hui, ça va devenir obligatoire. En revanche, là où nous, on estime que c'est encore trop souple, c'est que cette réglementation dit, si vous n'avez pas la place de mettre sur le pack, vous le mettez dans la notice à l'intérieur du paquet. Tu as déjà acheté ton produit pour lire ta notice en fait. Donc tu vas pas dans le magasin ouvrir, chercher la notice et tu te fais défoncer par les gens du magasin si tu fais ça. Sur les Personne fait ça. ingrédients, ils ont fait un décret qui va pas très loin parce qu'ils te demandent aujourd'hui de ne pas mettre tous les ingrédients mais seulement les produits qui ont été ajoutés. Ah, c'est vrai que vous m'aviez dit Intentionnellement. Vous m'aviez dit que vous travailliez beaucoup sur... en tout cas, vous étiez assez active pour faire bouger les choses de manière à ce que ce soit entièrement transparent. Donc, toi, Evelyne, tu es en train de me dire que tout n'est pas transparent. Non. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à 100%. Le décret est passé en un mois d'avril 2024 et sera effectif en décembre 2024. Donc déjà, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation pour mettre les ingrédients dans les packaging. Pour te dire exactement, donc à minima sur les protections internes, donc sur les packs, tu dois avoir la composition, donc l'avertissement du syndrome du choc toxique, la durée de port, donc maximum 6 heures pour des tampons, dire que il faut privilégier les protections externes la nuit et que tu dois choisir ta protection selon une protection adaptée à ton flux. En revanche, y a tout un tas de réglementations. On te dit, si vous n'avez pas la place, ça c'est pas grave, vous le mettez sur la notice. Qu'est-ce qui n'est pas grave? C'est-à-dire de ne pas aller jusqu'au bout de la composition? Ouais. Donc en fait, ils peuvent décider de mettre les produits les moins dangereux dans la composition visible et de ne pas mettre les plus dangereux dans qui n'ont pas la place. Non, c'est ça. Il y a la notion d'intention sur les produits nocifs que tu as pu avoir dans les protections. En fait, si tu l'as pas mis intentionnellement, tu n'as pas l'obligation de le dire. Voilà. Si par exemple tu as du glyphosate dans ton produit mais que tu n'as pas fait exprès de le mettre, tu le dis pas. C'est ça la réglementation. D'accord. Donc c'est très peu loin. En revanche, je pense en fait, en tout cas, je suis peut-être optimiste, mais ça fait 5 ans, plus de 5 ans qu'on existe. Il y a 5 ans, personne ne parlait d'avoir les ingrédients sur le pack. Donc, je me dis, c'est un premier pas, on est encore loin, on peut... dans mon rêve, on a un hygiène score, tu vois, comme les Nutri-Score, on a un hygiène score, on a tous les ingrédients et c'est 100% transparent parce que ce sont des produits, encore une fois, intimes. Aujourd'hui, on a les ingrédients sous les liquides vaisselle, sous tout ce que tu mets dans ton lave-vaisselle, sous, les produits d'entretien. Tous les produits ont une liste d'ingrédients, à part les produits intimes. C'est quand même un peu bizarre quand même. Et ça, tu vois, après dans les autres trucs où tu n'es pas obligé d'afficher, par exemple, le pays de fabrication, il n'est pas obligatoire sur le pack. Or, on sait très bien qu'on n'a pas la même réglementation en France et en Europe qu'en Asie, par exemple. Tu vois, c'est pas la même chose. Et puis ça n'a pas aussi le même impact environnemental quand tu vas acheter un produit qui est fait en Europe ou qui est fait à des dizaines de milliers de kilomètres en Asie. Il n'y a pas l'affichage obligatoire, par exemple, sur les protections lavables pour les textiles. La composition des produits, tu n'as pas besoin de l'afficher. Donc tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas ce que tu achètes. C'est pareil, ça reste une protection, qu'elle soit lavable ou à usage unique. C'est toujours collé à ton vagin. C'est exactement pareil. Donc voilà. Puis, il y avait un projet qui, nous, on trouvait hyper bien, et puis ça a été mis de côté, c'est l'hygiène score. En fait, il y a eu une époque où le ministère de la Santé s'était penché sur ce sujet de faire un hygiène score comme le principe du Nutri-Score, en prenant en compte les lieux de fabrication, les compositions, un certain nombre de critères.
Parce qu'on part du principe que c'est pas évident de lire un liste d'ingrédients. Exactement. Et donc l'hygiène score, comme le Nutri-Score, est très visuel. Tu n'as même pas besoin de tourner les packs pour voir tes ingrédients, tu sais si c'est vert ou si c'est rouge. Ouais, parce qu'on a beau lire les ingrédients, parfois tu comprends pas. Ouais, oui. Bon, la première. Ouais. D'accord. Et donc ça n'a pas abouti. Pourquoi? Les lobbies. Les lobbies. Je pense, en tout cas, les grands industriels qui font aujourd'hui les protections intimes depuis toujours, c'est des énormes industriels. Ouais. Je pense qu'ils ont beaucoup de force de frappe. Après, encore une fois, moi je suis très optimiste. C'est-à-dire, on est déjà un pas. Il y a 5 ans, on avait 0. Donc, on y va. Mais c'est lent. Mais il y a 5 ans, quand Jeanne a commencé avec les B2B, les entreprises me disaient mais pourquoi personne s'est plaint en fait? Personne n'est venu me demander des serviettes hygiéniques. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans les mœurs de dire je vais mettre à disposition parce que c'est aussi important qu'un papier toilette ou qu'un garrafon d'eau quoi. Ah, beaucoup plus, mais il y a encore pas mal de chemin à faire. Hein. Après, c'est un peu une question de mentalité, c'est-à-dire que déjà que la femme est la moins bien payée, la moins bien considérée, ton patron est un homme, moi si mon PDG il n'était pas venu me dire, et pourtant c'est quelqu'un d'hyper ouvert, tolérant sur ce sujet, hein, donc j'aurais pu venir lui demander. Hein. Mais c'est vrai que peut-être aussi le fait que ce soit un homme, un chef d'entreprise, je me suis dit, il va pas comprendre ce que je vais lui demander. Il va pas comprendre que il y a quand même un impact que c'est important d'avoir des distributeurs de produits qui plus est éco-responsables, respectueux du corps de la femme, etc. Et je me suis dit, mais jamais il va parler le même langage que moi, c'est pas possible. Donc, tu vois, il y en a, elles y vont pas parce que elles se disent que ce sera un non ferme. Et franchement, je pense que c'est tous les sujets comme ça en société, les gens n'y vont pas parce que pour eux, c'est une perte de temps, c'est peut-être un risque de moquerie, de pas être prise au sérieux, d'être étiqueté, je sais pas, peu importe. Mais d'accord. J'aimerais m'adresser aux mamans que vous êtes. Donc, Evelyne, t'as 2 filles. Oui. Et toi, Jeanne, t'as 2 garçons. Et une fille. Et une fille. Ok. Le jour, parce qu'à un moment donné, vous allez y passer. Oui. Les amis de vos enfants vont y passer aussi, mais je pense que vous, en tant que fondatrice, cofondatrice de Fava et de Intimate, vous allez, je pense que vous seriez la meilleure source pour répondre à leurs questions. Toi, Jeanne, t'as des garçons. S'ils te posent pas la question, est-ce que quand même t'auras La question des règles? Ouais, de comment ça fonctionne, pourquoi les filles elles ont ça. Ah ouais, tu leur en as déjà parlé? En fait, comme Evelyne te disait, en début on a commencé à bosser dans nos salons. Donc on a eu des périodes de Fava quand même, où c'était un vrai showroom. Hein. Quand tu as sur ta table de salle à manger des cups, des culottes, des serviettes et des tampons, tes enfants ils te demandent ce que c'est. Donc t'expliques et il n'y a pas de problème à expliquer ça, c'est juste la nature. Bon, j'ai eu des dessins un peu rouges pendant quelques temps, mais après c'est passé, tu vois. Et alors, pour le coup, moi j'en suis assez fière. Mes fils seront des jeunes hommes très informés sur le sujet. Pour eux, c'est complètement naturel. En fait, ils nous entendent en parler avec Evelyne. Quand on est en télétravail, que je fais mes réunions, j'en parle quotidiennement. Donc pour eux, c'est pas un sujet en fait, hein, c'est dans leur quotidien. Être informé, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on leur inculque le respect de ça, tu vois, genre la bienveillance vis-à-vis de ça? Alors, mais c'est un point de vue personnel. Je pense que quand pour toi, tu intègres que c'est un sujet complètement banal comme boire et manger, il n'y a pas ce problème de bienveillance ou pas. C'est juste normal. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec mes enfants. Bon, on verra plus tard si ça a bien fonctionné ou pas, parce qu'ils sont quand même encore petits. C'est dans le quotidien de chacune des femmes. Hein, et puis c'est quand même grâce à ça qu'ils sont venus au monde aussi. Donc il n'y a pas de barrière ou de malaise, de mal-être. Moi, les protections que j'utilise à la maison, c'est pas caché. Ils les voient. Enfin, ça fait partie de leur environnement quotidien. Quel âge ont tes enfants?
9, 7 et 3. Ouais, quand même. Et moi, les filles, c'est un peu différent. Ouais. Parce que, en tout cas, peut-être à tort, ou à raison, je ne sais pas. Moi, j'ai voulu les préserver parce que c'est quelque chose qui nous arrive à nous. Donc, je voulais pas trop en mode, tu sais, un jour tu vas être grand et tu vas avoir 200 tous les mois. Et puis voilà, je sentais que, en tout cas, c'est peut-être la personnalité aussi de l'enfant, mais que ça allait un peu, quelque part, enlever leur innocence trop vite, trop jeune, parce que c'est quelque chose qu'elles vont vivre. Donc, moi, ma technique, elles savent que j'ai fait, ils savent qu'est-ce que c'est Fava et tout, dans le sens, j'ai fait des produits pour des femmes, et quand elles me demandent mais exactement qu'est-ce que c'est en mode, vous allez comprendre quand vous serez un tout petit peu plus grande, et on en parlera plus en détail. Donc, je ne rentre pas vraiment dans le sujet, je ne cache pas mes produits non plus. Je pense qu'elle se doute que je les utilise, mais je pense qu'elle ne s'en doute pas tout de suite exactement qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est, que c'est là tout le mois et qu'on ne se sent pas bien. La grande, qui a 9 ans, a commencé à poser des questions et c'est là que j'ai décidé de lui en parler. Avec Antimène. Donc, du coup, je prenais. Ça m'a vachement aidé parce que on les regardait ensemble et on discutait, etc. Mais j'ai attendu que ça commence à être une inquiétude chez elle. La petite, pour l'instant, elle ne pose pas de questions. Du coup, voilà. Encore une fois, j'essaie de les préserver. Peut-être c'est à tort. Hein, je ne dis pas que ma façon de faire est la bonne. C'est en tout cas mon intuition qui m'a dit de faire comme ça, et donc je la suis. Je pense qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons. La façon, il faut juste que la communication soit toujours ouverte pour qu'ils puissent venir poser une question quand c'est un sujet qu'on en parle à l'école ou qu'on a une inquiétude ou qu'on commence à se poser des questions, qu'elles puissent sentir la liberté d'en parler et que quand on en parle, on les en parle avec la vérité. La dernière fois, j'en parlais avec une amie qui a 3 enfants et elle me disait, je lui dis, mais un jour tu devras passer par là, en parler, surtout à ta fille. Elle me dit, oh non, ils sont encore bébés et tout. Enfin, forcément, ces enfants, on les voit toujours bébés. On les voit pas grandir. Ouais. Moi, je vois mes parents, pour eux, j'ai l'impression d'avoir encore 5 ans. Bref. Et en fait, au fil de la conversation, j'ai compris que, en tout cas, j'ai le sentiment que c'est pas qu'elle était du tout fermée. Et pour le coup, elle, c'était pas une question de culture, mais elle était un peu gênée d'aborder ce sujet-là avec ses enfants et sa fille. Je pense que ce seraient les enfants d'une autre, elle irait. Mais comme c'est les siens, il y a Oui, il y a peut-être une pudeur qui voilà. se crée. Et du coup, quel conseil on pourrait donner à ses parents ? Enfin, moi, si elle me demande d'en parler à sa fille, j'aurais pas de problème, mais parce que le risque, c'est quand même que les enfants fassent ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire poser des questions à d'autres filles qui finalement ne savaient pas grand-chose. Et c'est comme ça qu'on se retrouve au courant de comment fonctionne son corps à l'âge de 30 ans au lieu de 20 ans ou 16 ans, ça m'aurait servi. Après, l'idée, c'est absolument pas de culpabiliser un quelconque parent parce qu'il se sent pas à l'aise à porter ce sujet-là devant ses enfants. Et il faut pas être culpabilisant vis-à-vis de ça. En revanche, je pense que c'est important que si des parents se sentent pas à l'aise à en parler avec leurs enfants, ils soient capables de leur dire d'exprimer cette pudeur-là, mais d'être capable de les envoyer vers un adulte qui, lui, sera capable de leur en parler. Parce qu'il ne faut pas que leur éducation elle soit faite sur les réseaux sociaux avec un contenu qui n'est pas vérifié et qu'on leur apprenne n'importe quoi. Moi, ça m'a déjà arrivé que des copines me demandent d'en parler à leur fille. Avec elle, hein. Mais en mode, on peut te faire un apéro et puis t'explique tout, parce que je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Et on est 2 adultes, genre la maman et moi, et sa fille, et on en parle, et puis voilà. Et je pense qu'en plus de ce type de solutions, donc si elle t'invite, toi, à lui parler sa fille, avec elle, donc vous faites ça un peu en collaboratif, mais peut-être t'es un peu moins seule en tant que maman si toi tu as cette pudeur-là. Il a aujourd'hui plein de livres. Il a même
quelque chose qui s'appelle cyclo-show, que tu peux aller avec ton enfant, ta fille, je sais pas à partir de quel âge, et c'est un week-end un peu mère-fille, on en parle de ce type de sujets. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à quand nous, on était jeunes, pareil que tout ça, c'est commence à être un peu moins tabou, et donc on peut trouver aussi beaucoup plus d'outils pour s'aider. Et là, je pense que tu as complètement résumé la raison d'être d'Antimed. C'est pas parce que je suis enseignante et je me connais en anatomie, en sciences et en machin, c'est facile pour moi d'aborder ces sujets intimes, et donc ça va être facile pour moi de donner un cours, ça va être facile pour moi de faire ci, et donc c'est pour ça qu'Antimed existe, pour pouvoir être là en mode outil, en mode support, pour aborder les sujets avec des experts, ou c'est leur métier. En parlant des experts, moi j'ai déjà, alors à titre personnel, vécu où tu vois des médecins, gynécologues, que c'est très expéditif, ils sont très froids, donc il y a des sujets que tu n'oses pas aborder avec eux. Il y a des professionnels avec qui ça se passe très bien et d'autres c'est très compliqué. Donc même comme ça, orienté vers des professionnels, c'est compliqué. Vous n'auriez pas pour ambition d'ouvrir un Antimed aux parents, enfin, tu vois, parce que Evelyne t'as un peu triché là-dessus. Oui, j'ai complètement triché là-dessus. Oui, pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas, c'est toujours le champ de possible, et c'est la beauté d'être une start-up, c'est qu'on peut vachement s'adapter. Aujourd'hui, la plateforme, elle est flexible, donc on pourrait complètement ouvrir les contenus aux parents, mais on veut déjà commencer à le tester avec les enseignants, les mettre dans plusieurs établissements scolaires, enfin ainsi de suite, et après, why not, dans son V2, ouvrir ça aux parents. Je vous ai pas demandé, les protections Fava, on les trouve pas en grande distribution, on les trouve que sur votre site. Si, on trouve en grande distribution aussi, dans différentes enseignes de proximité et d'hyper et supermarchés. Ok, j'ai jamais vu. Ou alors je vais peut-être tout le temps, mais pas tous. Enfin, il y en a. Non, on a. D'accord. J'aimerais bien qu'on ait la totalité des. Alors qu'est-ce qui fait que vous Des points de arrivez vente en à France, vendre mais chez pas certains encore. et pas d'autres? C'est les lois de la distribution. Tu ne trouves pas les mêmes fournisseurs, les mêmes références dans toutes les enseignes. S'il n'y avait pas de différence entre les enseignes, de toute façon, il n'y aurait aucune raison d'être pour eux d'en avoir des différentes. Enfin, ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, nous, on est présent chez Monoprix, on est chez Franprix, on est chez Leclerc, on ouvre des magasins en direct aussi dans des enseignes indépendants. On était chez Casino, on a Coxit Casino hyper géant, bon bref. on a quand même pas mal de points de vente un peu partout en France, avec une prédominance quand même en Île-de-France. Oui, parce que nous, une petite équipe, on ne peut pas être partout tout le temps. Donc on commence par près de chez nous. J'essaye de voir s'il n'y a pas un sujet que j'aurais pas balayé. Alors moi, je vais peut-être commencer par les questions de la fin. Après, si j'en ai d'autres, des questions, j'en profiterai. La première, c'est quelle question est-ce que vous n'auriez pas aimé que je vous pose? Je pense que la question typique de tout le monde, où vous êtes dans 5 ans, dans 300, dans 5 ans, moi je trouve que c'est des questions qui sont un peu bateau, dans le sens que oui, dans 5 ans, je suis 3 fois plus grand, on a déjà partout, on est une équipe de 20 personnes, on a réussi à donner tant de produits. C'est facile à répondre quelque part, mais c'est pas vraiment ça qu'il faut se poser comme question, je pense. Donc c'est le type de questions qui pour moi c'est compliqué à répondre vraiment avec une vraie conviction. Parce que quand tu es en start-up, c'est quand même si tu as une vision à 3, 5 ans, à 10 ans d'où tu as envie d'être, le chemin est tellement pas droit que voilà.
Puis la réponse serait bateau, parce que généralement dans 5 ans, on a tous envie d'être une société rentable, voilà, qui peut se permettre beaucoup de choses. Mais vous, votre véritable ambition, c'est pas ça, c'est vraiment d'avoir un impact et d'apporter quelque chose à la société et aux femmes. Sauf si j'ai pas compris ce que vous m'avez dit, mais Non, c'est de changer les choses. c'est ça, c'est de changer les choses. C'est vraiment de changer la mentalité, de proposer quelque chose qui a l'impact et d'accompagner, d'informer, accompagner. Vous avez un combat, entre guillemets, un défi en tout cas, qui soit peut-être au niveau légal ou au niveau, je sais pas, peut-être, je vais dire une bêtise, hein, mais est-ce que le vrai défi aujourd'hui, ce serait pas de dire, demain, tout ce qui n'est pas... comment dire, sain, voilà, merci. En fait, il faut que ce soit retiré du marché parce que ça c'est notre rêve absolu. tu peux pas être une société, en tout cas un pays qui prône la santé, qu'il faut protéger les hommes et les femmes de la toxicité, etc. et laisser sur le marché des produits... Bien sûr, ça c'est notre rêve absolu. Je veux dire, il n'y a aucun rayon de magasin où tu trouves des produits avec des compositions douteuses qui vont avoir un impact sur la santé des femmes, un impact sur l'environnement. Bien sûr, après, en étant réaliste aussi et en transposant ce sujet sur plein d'autres domaines de consommation, que ce soit pour l'alimentaire ou plein d'autres trucs. Les produits tout pourris, plein de sucre, plein de gras et pas bons pour la santé, ils y sont toujours, malgré les Nutri-Score et compagnie. Donc, oui, mais il y a une notion de plaisir dans l'alimentation. Ça, c'est pas une notion de plaisir. Moi, je suis une femme. Quand je vais acheter ça, comme c'est pas une notion de plaisir, c'est une notion de santé en fait. Oui, mais on a a appris aux gens à se faire plaisir avec des produits pas bons. On n'était pas obligé d'inventer des produits dégueulasses. Tu vois, avec de la gélatine immonde, on peut se faire très bien plaisir avec un produit sain qui aura un goût sucré mais qui n'aura pas d'impact néfaste pour ta vie et toi tu prendras tout autant de plaisir sans dégrader ta santé. Moi je pense qu'il y a aussi la notion de prix. Il y a un moment où le monde est compliqué, il y a l'inflation, le pouvoir d'achat, c'est un vrai sujet pour nous tous. Le fait de devenir accessible, des fois tu fais des compromis sur tes valeurs, sur tes choix, parce qu'il a la raison de porte-monnaie. Et donc pour moi un combat, c'est vrai qu'on a tellement de clientes qu'on arrive à produire moins cher pour rendre un produit moins cher. Je pense que ça serait un super combat de dire, parce qu'on a toujours été sur l'accessibilité, mais en l'accessibilité, on ne pourra jamais le même prix qu'un produit fait en plastique. Déjà, c'est à la base, parce que ce n'est pas les mêmes matériaux. Et en plus, de dire, en plus on y est, plus c'est fort, plus oblige les autres à s'aligner sous la compo. Si toutes les femmes disent, je veux que ça, parce que le reste, c'est nocif pour ma santé, ça fait que tout le monde bouge les lignes aussi, et que nous, on arrive à produire moins cher. On n'a pas parlé du fait que depuis cette année, la sécurité sociale rembourse les protections hygiéniques. Ça, alors, c'est de 18 à 25 ans, 26 ans 26 ans, les protections réutilisables en pharmacie. Mais ce n'est pas encore cette année. C'est pas encore cette année, c'est 2025 Je ne sais pas si c'est à partir de septembre. Non, parce que le décret n'est pas sorti. Je pense que ça va être l'année prochaine, concrètement, parce qu'ils étaient en train de travailler sur les décrets. Mais ça aussi, par exemple, on n'a pas beaucoup d'informations. Ça va être quoi la charte? Est-ce que ça va être de Made in France? Est-ce que ça va être des produits bio? Est-ce que ça va être naturel? Est-ce qu'on a besoin de quoi pour pouvoir nous proposer nos protections aussi? Donc en fait, c'est réutilisable, c'est-à-dire culotte menstruelle. Mais serviettes lavables aussi, nous on propose des serviettes lavables. C'est vrai aussi. Donc serviettes jour, nuit, en lavable. Et donc dans ce type de décret, c'est des marques qui sont uniquement vendues en pharmacie ou vous, pour être référencé dedans, il faut être référencé dedans, on est d'accord, pour que la sécurité... En fait, je crois, mais encore une fois, je parle sans connaissance de cause, parce qu'on n'a pas vu les décrets. Mais d'après ça, les peu d'informations que nous avons,
c'est que déjà, il faut être référencé en pharmacie pour être remboursé comme un médicament. Donc, si tu réussis à mettre ton produit en pharmacie, tu vas pouvoir faire partie de choix. En revanche, ça qu'on ne sait pas, donc par exemple, si Laura a un critère de prix, je dis n'importe quoi, il rembourse à hauteur de 20 euros, donc si tu arrives avec une culotte à 40, peut-être c'est pas pertinent. Je dis ça comme ça. Est-ce que c'est origine France obligatoire? Est-ce que c'est France, Europe ou rien du tout? Europe. Est-ce qu'il y a un critère de composition, d'absorption? On ne sait pas. Et donc, du coup, pour nous, en étant en marque où on n'est pas du tout en pharmacie, ce serait ouvrir un nouveau canal de distribution, aller chercher les points de vente en pharmacie. Donc, il nous faudra d'informations pour pouvoir y répondre. Donc, évidemment, on serait ravis de pouvoir y être. Il faut juste qu'on sache un peu pour voir si on y va ou pas. Je trouve ça dommage quand même que ce soit 26 ans. Pourquoi c'est pas ouvert En fait, la précarité menstruelle, ça s'arrête pas à 26 ans. Bah oui, mais c'est... Et puis, c'est pas un produit de consommation voulu. Enfin, c'est première nécessité, donc... ils en ont parlé, ça a été dit, c'est envisagé à un moment donné d'élargir peut-être l'âge ou... On n'a pas eu de retour sur ce point-là. Et puis alors 18 ans, c'est un peu ridicule, ridicule, paradoxal, c'est-à-dire que les jeunes, il faut savoir que les garçons, quand ils vont en pharmacie à partir de l'âge de 16 ans, ils ont des préservatifs gratuits. Mais nous, on n'a pas nos règles à partir de l'âge de 18 ans, on a nos règles à partir de l'âge de... En moyenne 12-13 ans, ouais. Ah, c'est une totale injustice, hein, on est bien d'accord. Encore un On est sujet. bien d'accord. Vaste problématique du traitement différent entre l'homme et la femme. Il y a encore beaucoup de combats à mener là-dessus. Quelle question est-ce que vous auriez aimé que je vous pose ? Que je n'aurais peut-être pas posé. Je pense qu'on a quand même balayé pas mal de sujets là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit? Non, c'est juste pour moi que tu me poses la question de qu'est-ce que j'aimerais dire à mes consommatrices aujourd'hui. Et j'aimerais dire un grand merci. Parce que vraiment, croire dans une nouvelle marque de protection intime, avec des petits moyens, pendant 5 ans, ils nous ont fait confiance, nos consommatrices finales, mais aussi Depuis les 5 ans. entreprises. Oui, ça fait 5 ans et demi. Les entreprises, les collectivités, les écoles, en fait, c'est que des chemins parcourus. En fait, aujourd'hui, on regardait les chiffres. L'année dernière, c'est 1,5 million de bénéficiaires qui ont bénéficié des services Fava Pro. Et c'est un énorme impact en fait. Et donc, j'aimerais dire un énorme merci parce que changer sa marque de protection intime n'est pas facile. On en parlait au tout départ en disant une fois que tu trouves ta marque, normalement tu es plutôt fidèle et tu changes rarement. Donc voilà, croire dans une petite marque qui vient de se lancer avec une proposition différente, avec des produits que tu sais pas s'ils vont être bien ou pas bien, etc. C'était un vrai truc. Et puis pareil pour les entreprises, les collectivités. Et bon, après, on a quand même beaucoup évoqué le chemin qui reste à parcourir sur pas mal de choses. Mais c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est le chemin qui a déjà parcouru sur ces sujets-là. Et ça a quand même beaucoup évolué ces dernières années. Le sujet de la précarité menstruelle, il y a quelques années, on n'en parlait absolument pas. On en parle de plus en plus. Le fait que les entreprises mettent à disposition des dispositifs comme le nôtre, ça, bien sûr, c'est pas encore partout. Et nous, on adorait que ce soit partout. Mais il y en a plein qui, pour qui il y a 5 ans, c'était pas envisageable et qui sont équipés aujourd'hui, qui ont fait un énorme chemin sur ces sujets-là et qui s'engagent de plus en plus. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué aussi dans le bon sens. À aucun moment, vous n'avez eu
Enfin, tout a été financé par vos propres moyens. À aucun moment vous avez eu un partenaire qui vous a aidé si. Ah bah si, On a fait un levée de fonds, ouais. Et puis on a fait un prêt bancaire autour On a du démarré aussi. par un prêt bancaire. Mais à vos noms, vous. Oui, pas, d'accord. Enfin, non, au nom de c'est La la société Au qui nom fait de un la prêt société, bancaire, mais mais vous après n'avez on pas est eu quelqu'un d'externe qui est venu et Non. qui. D'accord. Mais depuis, on a fait un levée de fonds, oui. Oui, on a des gens aujourd'hui qui croient dans notre mission, qui croient en l'impact qu'on est en train de créer. Et donc, du coup, qui nous permettent aussi d'accélérer et surtout d'avoir des gens hyper compétents dans différents secteurs et segments qui nous aident, à qui on peut passer un coup de fil. Moi, j'ai cette challenge-là, aujourd'hui j'ai cette problématique. Et donc, du coup, c'est bien s'entourer. Donc oui, on a de la chance. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est ouvert. Moi notamment, je vois de plus en plus de fournisseurs de culottes menstruelles. Alors, est-ce qu'elles sont toutes éco-responsables ? J'ai pas été voir, mais du coup, est-ce qu'il y a... On peut pas se dire que si vous avez une plus grande concurrence demain, c'est peut-être qu'à un moment donné, les grands lubis vont peut-être pas un jour disparaître et être remplacés par des startups comme vous. Vous y croyez ça ou pas ? Moi, je crois qu'il faut... J'ai envie d'y croire, dans le sens que je pense qu'on mérite, toutes les femmes, d'avoir un produit qui soit bon pour la santé et pour la planète, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit, en fait, d'avoir un produit sain ? C'est la base. Après, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas un produit que tout le monde peut se payer. Aujourd'hui, il y a 4 millions de femmes en France qui sont en précarité menstruelle. Ça veut dire qu'ils n'arrivent même pas à payer un produit en plastique qui coûte beaucoup moins cher. Donc, pour moi, dans les rêves, c'est pas qu'un jour ça va disparaître, mais qu'un jour ça va devenir la norme et qu'on pourra proposer des produits de qualité à des prix pour tout le monde. Donc, bien sûr, moi je crois qu'un jour on va remplacer petit à petit tout le monde, mais aussi il y aura peut-être des changements dans les secteurs pour dire ok, j'ai compris, j'arrête de proposer des choses qui sont pas bonnes, donc je propose quelque chose qui est ok. Vous veillerez à ce que vos filles portent des choses, des produits sains ? Ah non, mais ça c'est même un sujet. Je crois que là... Vous ferez des stocks dans leur sac alors, parce que si jamais elles empruntent à leurs copines qui n'ont pas les mêmes sens qu'elles. Hors de question d'utiliser du plastique et je sais pas quoi. Non, pas de sujet. Vraiment, non. Eh ben super. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez dire, des messages que vous souhaiteriez passer ? Non, moi je crois que j'ai tout dit. Que pour ceux qui écoutent, qui n'ont pas encore de distributeurs dans leur bureau ou dans leurs écoles ou dans la structure dans laquelle ils sont, dans leur centre sportif, centre culturel, surtout pensez à Fava. Hôtel aussi, hôtel compris. Hôtel aussi, on a d'ailleurs même des petits kits essentiels pour les hôtels. Donc oui, c'est pour tout le monde, on a des solutions pour tous. L'avantage d'avoir une marque qui propose une trentaine de références, c'est qu'on a des solutions pour tout le monde. Bah top. Et puis moi je vais tester la culotte menstruelle, puis je vous Super. dirai. Voilà. Donc là je dois faire le choix de la taille, c'est ça ? Oui, exactement. Un gros point.